Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Tu veux ton petit doudou? Ah, c'est bon. Je vais s'enfiler. On est parti? Allez. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Conquête. Aujourd'hui, mon invité est Léo Machabert. Bonjour. Ça va, Léo? Ça va et toi? Ça va très bien. Alors, pour te présenter, Léo, tu es directeur artistique. Oui. On va tout de suite faire le petit disclaimer. Donc, on est tous les deux associés sur un business qui s'appelle Matéine, donc qui est une marque e-commerce de maté. Voilà, on est amis dans la vie, etc. depuis de nombreuses années. Donc, on va traiter de sujets que je connais un petit peu. Aujourd'hui, on parle design, identité graphique, etc. Et on va aussi parler. En fait, moi, ce que j'aimerais, c'est pas seulement qu'on parle de sujets stratégique, mais qu'on parle aussi de sujets opérationnels, puisque la réalité, c'est que dans l'audience, les personnes qui nous écoutent, il y a beaucoup de personnes qui vont écouter le sujet, notamment parce que ils veulent se lancer, ils veulent créer leur première identité graphique. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas designers et qui se posent des questions très opérationnelles. Ouais. L'avantage te concernant, c'est que tu sais aussi faire des choses de manière opérationnelle. D'ailleurs, je mentionne que Léo a une chaîne YouTube qui parle de Webflow. Donc, si vous voulez apprendre à faire du Webflow et notamment à designer sur Webflow, allez regarder sa chaîne YouTube qui s'appelle Webflow Maestro. Je vous mettrai les liens dans la description. Mais donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je voulais t'inviter. C'est parce que tu as aussi cette affinité avec des éléments très opérationnels d'exécution. Tu comprends les contraintes en fait d'un point de vue production. Et je pense que pour des personnes qui se lancent, c'est intéressant parce que c'est sympa d'avoir plein d'idées de design, de blablabla, mais il y a une réalité qui rattrape toutes ces personnes, c'est faut être capable de le faire. Et donc voilà. Moi, ce que je te propose en fait pour guider un petit peu l'épisode, c'est de commencer par se dire, ok, je suis un entrepreneur, je veux lancer, je suis en train de monter ma boîte, je suis en train de lancer ma marque. Ouais. C'est quoi les éléments sur lesquels, si j'en viens à travailler avec toi, c'est quoi les questions que tu vas me poser avant de commencer à créer mon identité? Je pense qu'on va pouvoir prendre en exemple ce qui s'est passé avec donc Matéine, la marque e-commerce. Et d'ailleurs, je précise un petit point, mais donc Matéine est une boîte qu'on a rachetée. Donc c'est une boîte qui avait déjà une identité au moment où on l'a récupérée. Et il y a eu un gros travail de retravail d'identité. Et tu as aussi été le directeur artistique de Germinal. Donc on pourra prendre en exemple des choses qui se sont passées côté Germinal. Ouais. Je viens te voir. Je veux créer mon identité graphique. Tout seul ou faire par quelqu'un? J'ai envie de te dire, je veux le faire moi. Ouais. Prenons ce cas-là. Voilà, j'ai pas de compétences en design. Parce que je pense que c'est surtout ça en fait le truc. C'est que je veux créer mon identité. J'ai pas les moyens de me payer un directeur artistique d'envergure internationale comme toi. Donc comment je m'y prends? C'est quoi les questions qu'il faut que je me pose? C'est quoi les premiers éléments sur lesquels je vais être en mesure de faire levier assez rapidement? Ouais. Il y a plusieurs sujets. Déjà, en n'étant pas designer, c'est quand même compliqué de prendre la casquette de designer comme ça et de se jeter et se dire que je vais pouvoir remplacer le travail que va faire un DA ou un designer, et que je peux m'en passer et faire un travail de même qualité. Ça me paraît compliqué parce qu'on touche à des sujets qui sont pas... Il n'y a pas de vérité, déjà. C'est pas un truc de data, c'est pas un truc où en fait il va y avoir ça y est, c'est bon, c'est fini, je peux rendre ma copie et c'est juste ou c'est faux. Non, il n'y a pas de vérité en réalité, donc c'est quand même des sujets un peu touchy et globalement c'est artistique. Et du coup, il y a plein de choses à faire avant de designer qui sont quand même majeures et qui vont complètement permettre de t'aider à définir du coup ton identité au sens large, même si là on parle d'identité graphique. Et en fait ça pour le coup, même en n'ayant pas d'appétence pour le design ou en n'ayant pas de sensibilité artistique, ça va t'aider à scoper plus facilement ton projet. Et du coup ce sera des questions beaucoup plus macro autour de qui t'as envie d'être, comment t'as envie de t'exprimer, quelle est ton audience, etc. Et au final ça c'est des choses qui sont pas du tout graphiques. Mais en fait, une fois que tu auras fait le tour de ta personnalité, et ça peut être sous plein de formes, mais par exemple faire un portrait chinois, quelle ville tu serais, quel plat tu serais, quel animal tu serais, etc. De définir comment tu as envie de t'exprimer, est-ce que tu as envie d'avoir une boîte plutôt très soft ou alors qui est plutôt très sportive ou dynamique, etc., etc., etc. Quand tu vas définir tous ces termes-là,
En fait, une fois que tu as fait ce travail, tu as plein d'images en tête, même si tu n'es pas designer, qui vont se mettre à émerger du fait de plein de choses, mais globalement beaucoup de stéréotypes graphiques qu'on a tous en tête. Et si je te dis médical, tu vas pas penser à un truc noir et rouge avec des typos en italique et un truc, voilà. Tu vas pas penser à ça, même si tu n'es pas designer. Et donc, d'un point de vue très pratique, tu auras plein de petits outils aujourd'hui qui vont te permettre de faire des choses assez facilement graphiquement, comme des Canva, des trucs comme ça. Cependant, bah voilà, ce distinguo entre je suis artiste et je le suis pas, même si bon, on va pas rentrer là-dedans, mais c'est quand même une réalité. Je me suis perdu, pardon. Distinguo, artiste. Le fait que tu sois pas artiste, tout simplement, fait que tu vas pas pouvoir faire une œuvre magnifique comme ça en ouvrant Photoshop et en te régalant. Donc faire cette liste, ce sera super important. Et ensuite faire des petites choses avec des outils très simples, mais sur lesquels tu sais où tu vas. Et donc tu sais que si tu veux faire un truc ultra bold, ultra sportif, ou je rentre pas dans l'exemple, et ben tu sais que voilà, ce sera du bleu parce que tu as défini en amont. Et puis tu sais que ce sera une typo qui sera plutôt qui sera très criarde et très épaisse parce qu'en fait tu as défini que, etc. Et tu vas pas te retrouver devant le syndrome de la feuille blanche à être complètement perdu en me disant bon j'ai un projet mais voilà, je suis pas designer, qu'est-ce que je fais? Tu vas éviter ce truc là. Ok. Tu vois, c'est marrant parce qu'on touche un sujet, enfin j'ai le sentiment qu'il y a aussi un sujet positionnement où là, ce que tu es en train de dire, enfin ce que je lis entre les lignes, mais à toi de me dire aussi ce que tu en penses, mais pour des personnes qui sont pas designers, j'ai l'impression que ce que tu es quand même un peu en train de dire, c'est faut éviter la prise de risque. Et tu vois, je te prends l'exemple du médical. Ouais. Parce que tu vois, par exemple, tu disais, ok, si tu as une marque médicale, tu vas peut-être éviter le noir et le rouge. Moi, j'aurais envie de te dire, après, ça peut être un élément de positionnement. C'est-à-dire que d'un point de vue positionnement, je veux justement me dire, et tu vois, je pense à une marque comme Merci Andy ou alors Liquid Death, ou tu vois, des trucs comme ça, ok, aujourd'hui, le marché du gel hydroalcoolique, c'est de la petite bouteille transparente, bleue, sans âme, avec un liquide transparent, et on va complètement casser ce truc-là. Faire des licornes et faire des arcs-en-ciel. Voilà. Liquid Death, c'est normalement l'eau c'est en bouteille plastique, c'est du transparent, c'est sain, et puis là on va faire un truc, on dirait que c'est de la bière, blabla. Ouais. Mais toi j'ai l'impression que quelqu'un qui est pas designer, faut éviter de tomber dans ces trucs-là et plutôt se dire en fait t'as un code commun. Tout le monde le reconnaît, c'est-à-dire que si tu veux commencer à parler de sujets écolo, tu vas peut-être plutôt utiliser du vert, et si tu veux du médical, c'est peut-être plutôt du bleu et du clair, etc. Ouais. C'est un peu ça que tu dis ? Si t'es pas designer, c'est un no-go total. C'est-à-dire que tu vas pas commencer à refaire le monde, et c'est parce que c'est très dur. Et là, faut mettre l'ego de côté. Et si t'es pas accompagné, et donc merci Andy, bon je connais pas, mais je me doute bien qu'il n'y a pas juste 2 personnes tech derrière, et puis ils se sont dit on va faire tout un univers comme ça, très irisé, avec des... Non, c'est pas possible, il y a forcément des gens pour tenir et être gatekeeper derrière. Et donc voilà, si ton projet c'est du médical, et que tu n'es pas designer et que tu es tout seul, prends les codes du médical, et puis injecte-y des touches perso. Alors ça va être des trucs qui ça te paraîtra peut-être évident parce que ce sera très personnel, mais en fait, tu auras une manière de parler. Donc, ton copywriting, mine de rien, on peut dire que c'est un peu du design quelque part. Il va orienter, quand même, il va donner une teinte, un goût à ta boîte. Et puis, tu sais qu'il y a des choses que tu n'aimes pas, donc tu les feras pas. Et donc, en fait, il y a plein de petites choses qui vont faire que ce ne sera pas non plus la copie du voisin, mais tu as gardé des couleurs où les gens se retrouvent, tu as gardé des codes de typo, que voilà, tout ce qui rassemble l'univers médical, tu vas le reprendre, limite, tant pis. Mais au moins, les gens, quand ils vont voir ton projet, ils vont se dire « Ah, c'est quoi ce nouveau truc de médical, ça m'intéresse ?» Donc, au moins, déjà, tu les as pas perdus. Et ensuite, l'important, ce sera le design, c'est fini. L'important, c'est l'exécution. Et ce sera le fait de ok, est-ce que ta boîte, elle tourne? Est-ce que vraiment, tu arrives à faire du business, etc., etc. Mais le design, au moins, c'est derrière. C'est fait. Et puis, ce sera peut-être une autre problématique demain s'il y a d'autres enjeux. Mais pour l'instant, les gens, ils ont compris que c'était du médical, ou ils ont compris que c'était sur du bébé, ou voilà. Oui. Parce que la typo, elle est rondelette, et puis assis. Voilà. Mais au moins, ils ne commencent pas à être emmenés dans un univers qui n'est pas le tien. Tu les gardes au moins dans le tien. Très bien. Prenons le cas de Bulldozer. Parce que Bulldozer, sur lequel du coup, tu as travaillé sur l'identité graphique, il s'avère que le code de l'agence Gross, tu vois, il n'y a pas vraiment un code de l'agence Gross. Ouais. On peut reprendre le cas de Germinal à l'époque où c'était une agence Gross. Il n'y a pas vraiment le code de l'agence Gross. Je m'y prends comment? Ça va être sur des... Ah, ça y est, en fait, c'est vite des sujets où il y a vraiment un gros sujet, ce qui est celui de la sensibilité. Et en fait, là, ça va être la sensibilité de
pour le cas d'une agence growth qui n'a pas forcément un univers prédéfini, des gens qui la composent, et des sensibilités des gens qui la composent, des appétences des gens qui la composent, et juste de la volonté de fond et de la culture de la boîte, et de comment on a envie d'être connu, comment on a envie d'être vu, comment on a envie de communiquer, etc. Et ce truc-là, même si on est hors code, va venir te définir des codes graphiques. Et là, tout de suite, en n'étant pas designer, en n'ayant pas forcément une appétence avec le design, c'est difficile de faire la traduction de « bon, bah voilà, j'ai envie d'être sportif ». Ça veut dire quoi en termes de typo ? Je sais pas, je suis emmerdé. Moi, je connais Google Font, c'est une typo, je sais pas. Voilà, tu vois, je suis perdu, je sais pas en fait. J'ai envie de... Enfin, je vais même pas m'étaler. Un designer, bon, bah, il aura beaucoup plus de sensibilité sur ce sujet-là. Et si tu lui dis, pour l'exemple de Bulldozer, on est une agence growth, le nom c'est Bulldozer, on veut avoir l'air comme ci, comme ça, bon. Je fais pas tout le use case, mais voilà la checklist. Et ben le designer, il va prendre les keywords. Ok, on va être bold, blablabla. Et il va savoir que niveau couleur, alors là pour le coup c'est jaune et noir, mais il y a jaune et jaune. Donc tu vas faire un jaune plutôt électrique, qui fait quand même un peu chantier. Une typo qui fasse un peu code, un peu numérique. Donc ce qu'on appelle des typos monospace, comme les typos quand tu tapes dans un logiciel de... Traitement de texte non, pas de traitement de texte, mais de dev. Okay. Quand tu vas dev, c'est des typos monospace qui prennent, chaque caractère prend le même espace. Bon, bah pour Bulldozer, c'est le cas, sauf que c'est une typo qui a quand même un traitement qui fait qu'on sorte ce code. Bon. Mais tout de suite, on est dans des considérations un peu plus là, velues. C'est technique. Voilà. Et donc, c'est peut-être tout de suite des choses où, s'il n'y a pas un univers très fort et un historique, si demain tu fais un truc sur les échecs, bon, bah, il y a plein de choses. Ça existe depuis des centaines d'années, etc. Donc, il y a plein de choses. Les agences growth, ça fait pas des centaines d'années, donc c'est peut-être tout de suite un peu plus technique. Donc, c'est peut-être déjà, en fait, avoir besoin quand même de... Même si c'est pas prendre un designer, c'est en parler ou demander ce que les gens, comment ils te voient, ou tu vois, peut-être faire une introspection si c'est une agence, mais c'est qu'en fait, c'est que toi, limite en free, et que tu veux te brander, bah, à ta mère, à ton coloc, à ta voisine, machin, comment vous me définiriez comment, vous ? Ouais. Bah, t'es plutôt comme si, c'est vrai que t'aimes bien ça, nanana. Ok, bon, bah, mon branding, c'est tout jaune avec des bananes et des serpentins parce que je suis un grand rigolo. Okay. Mais voilà, et ça pourra paraître complètement fucké, sauf qu'en fait, c'est une putain d'identité. Si c'est toi, c'est fini, ça s'arrête là. Les gens, premier aspect, ça sera peut-être oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et en fait, ils te voient parler une fois, ils voient un peu ce que tu fais, etc. Ils se disent oh, mais ok, et ça y est, dans leur tête, il y a une petite case qui s'est créée. Jordan le bananier. Le rigolo. Jordan le rigolo. Voilà. Ok, excellent. Si on repart de l'exemple de Matéine, alors Matéine. Donc que je refasse un petit peu aussi l'historique. Donc on récupère cette marque, donc c'est une marque de maté. Donc les personnes qui connaissent pas le maté, pour définir très simplement, c'est une infusion originaire d'Amérique du Sud qui est énergisante, etc. Bon, on récupère Matéine, c'est une marque qui est... Comment tu définirais la marque, comment on l'a récupérée ? Quand on a récupéré la marque, c'était donc déjà une toute petite boîte, vraiment un collègue à nous, c'est vraiment un tout petit truc, avec quand même des choses plutôt bien faites et des petits sachets craft vraiment... qui n'ont rien du tout de personnalisé, avec juste une petite étiquette noire dessus. Et je rentre pas dans les détails, mais une typo quand même un petit peu classe, et voilà, une ambiance de fond quand même plutôt premium, plutôt noir, avec un univers sombre, texturé, et du maté un petit peu cher, versus d'autres marques qui étaient très généralistes sur le sport, etc. Là, il y avait un décalage quand même plutôt premium, pour faire simple. Ok. Aujourd'hui, le branding a changé. Ouais. Qu'est-ce qui a motivé ces changements et c'est quoi un peu les éléments sur lesquels qui ont fait qu'on est passé d'un branding noir, premium, au branding d'aujourd'hui, donc pour les personnes qui voudront aller voir, donc plutôt coloré, etc. Mais qui reste premium. Qui reste premium, tout à fait. Donc, puisque l'un n'empêche pas l'autre, mais plutôt coloré, etc. Qu'est-ce qui peut motiver le passage de l'un à l'autre ? Pour que ce soit activable aussi pour les gens qui écoutent, etc. C'est le truc central, c'est la contrainte. Et en fait, là, donc nous, on a récupéré une marque qui n'était pas absolument dégueu, même s'il y avait beaucoup de choses très maladroites. L'idée, c'est qu'on va être confronté à plein de contraintes en lançant le business, qui a été notre cas. Donc, par exemple, on change le site et puis on passe sur un Shopify, et puis on veut avoir des sachets comme ça, et puis on va avoir des tasses comme ça, et des cuillères comme ça. Je vous passe les détails. On va avoir plein de rêves et plein de trucs mégalos ou d'orgueil où on va se dire putain, notre marque elle va être vraiment magnifique, elle va transpirer ce truc là, ça va être premium, ça va être quali, etc. etc. Et donc ça va être super noir avec une typo super épurée,
Et voilà, plein de rêves. Sauf que dans les faits, et ce qui s'est passé pour nous, c'est que, et ce qui devrait se passer aussi pour la plupart des gens, c'est de confronter ces idées-là, qui sont juste des rêves très perso, en fait, des envies perso, à quel est le marché, là, en l'occurrence, pour nous qui avait en face, et où, en fait, on a constaté par A plus B que c'était sûrement une connerie de faire ça, parce que on allait peut-être déjà se prendre les pieds dans le tapis assez vite, parce que déjà, on n'est pas une marque connue, et que si on veut faire du premium comme ça de nulle part, on allait peut-être être un petit peu enquiquiné, et qu'en fait, nous, surtout ce qu'on a identifié, c'est le maté, c'est un marché globalement avec beaucoup de clients hommes autour du sport, etc. Et c'est vraiment très, très orienté là-dedans. Et qu'en fait, nous, on a fait le pari, et c'était l'opportunité qu'on voyait, de tirer ce truc-là plus sur un truc beaucoup moins homme et 50-50 ou même plutôt féminin, ouvrir ça côté féminin, et avoir un truc plutôt coloré avec des jolies couleurs, un truc un petit peu pop, mais quand même très fruité, etc., pour faire contraste avec l'état du marché. Et en fait, ce truc-là, moi, par exemple, au début, je n'étais pas d'accord. C'est globalement toi qui as démontré par A plus B ce truc-là. Bon, bah, mon rôle de designer, soit c'est de faire chier jusqu'à la mort, et en fait, non, on va faire ce truc premium parce que ça tue, et qu'en fait, on va se régaler, etc. Ou alors, mon rôle de designer, c'est de dire, bah ok, j'entends les faits, a priori, les faits, là, ils vont pas dans mon sens, bah c'est pas grave, ok, on va faire un truc plutôt pop, plutôt féminin, etc. On va changer les codes. Ok, pas de souci. Et là, mon taf de designer aussi, versus non-designer, c'est de dire, bah, je suis flexible. Et puis ce code-là, je le connais aussi. S'il faut faire du féminin, je sais ce que je vais articuler ici et là pour qu'on arrive à sortir d'un univers comme ça très masculin. Si on veut faire un truc plus, par exemple, donc nous, on a beaucoup de trucs sur la performance, des choses comme ça, mais sortir du sport, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment le sport, et ben, je sais ce que je vais faire pour être plus sur un truc plus généraliste, etc., etc., etc. Mais voilà, là mon métier il est là-dedans, de savoir que si on a un besoin d'identité X ou Y, et ben j'ai cette gymnastique interne de venir appliquer les bons codes aux bons besoins. Ok, donc là, très bien, l'état des lieux il est posé, donc on se dit on va commencer à travailler sur, on va un petit peu transformer cette marque et on va prendre un petit peu la tangente par rapport au marché, enfin ce qu'on observe du marché, à savoir peut-être plus s'orienter sur des choses colorées, une marque un peu plus féminine, etc. Opérationnellement, d'un point de vue exécution, c'est quoi les premières décisions que tu prends qui vont avoir le plus d'impact selon toi sur le design? Et là, bon, du coup, moi, je te donne un peu mon avis sur le truc, mais j'ai l'impression que les gros leviers, ça va être le choix de la typo, le choix des couleurs, et ça fait déjà beaucoup. Ça fait 80%, globalement, peut-être pas 80%, mais 50%. En tout cas, c'est la brique, du coup, j'ai rien d'autre à dire, hein. Oui, la typo et la couleur. Et encore une fois, si on n'est pas designer, ça peut paraître chelou déjà, en fait, on peut dire on s'en fout, quoi. Enfin, c'est pas grand chose, quoi. C'est une typo, que ce soit celle-là ou celle-là. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui sont quand même dans cette posture-là. Ça demande quand même déjà de se poser 2 secondes et de réussir à ressentir un truc simplement avec une typo. Et donc ça, bon, il y a des gens, ça va être vraiment, voilà, il y a des gens comme moi, une typo, ça va vraiment me péter la tête, et ça va vouloir dire trop de choses, et ça va vraiment être un énorme pas déjà dans la décision de où on va avec la marque. Mais voilà, c'est vraiment une brique fondamentale. Et donc, si t'es pas designer, quand même, ça veut dire faire l'effort d'en voir. Et donc ça, bah voilà, avec des petites recherches Google, ça va vite, hein, aujourd'hui, d'en voir plein, des typos différents, de se renseigner sur des petits trucs de base, sur des typos qui ont des empattements, qui n'ont pas d'empattement, qui sont plutôt larges, fines, etc. Et de voir et de se dire, bah ok, moi mon projet il est comme ci, comme ça. Je compare ça à cette typo. Est-ce qu'il y a un match? Est-ce que je ressens que, donc mon truc, bon, on va garder Matéine, est-ce que là je suis premium, pop, un petit peu féminin avec cette typo, sachant qu'elle est large comme ça, ultra épaisse et tout? Bon, non, ça dégage. Mais c'est là que j'ai l'impression que déjà, pour des gens, c'est pas forcément évident. C'est là que moi j'ai du mal à avoir le recul. Mais il faut réussir à faire ce gap, quoi. Est-ce que parce que bon, déjà il y a une réalité, effectivement, c'est le sujet de la typo. Moi, avant de te connaître, j'avoue que le sujet de la typo, c'était... Je captais pas. En fait, tu sais, c'est là, tu vis avec... Bah, c'est partout. C'est partout, mais bah, c'est... bah voilà, c'est là, quoi, et tu le questionnes même pas, etc. C'est ultime, hein. Enfin, c'est partout, c'est précurseur de tout, quoi. On peut en faire trop.
Mais voilà, même sur la console ici, il y a des trucs écrits, mais oui, mais la manière dont ils sont écrits, donc moi l'analogie que je fais tout le temps, c'est la voix. C'est à la fois la voix et même ce que tu dis un peu, mais la manière dont ça va être écrit, donc la typo utilisée, est complètement alignée avec, si je rapatrie ça sur une personne, c'est comment je le dis. Et donc là, si je lis Roadcaster, ok, ben, suivant la typo, ce sera Roadcaster. Ou alors ce sera Roadcaster. Ouais. Etc. Mais voilà, il faut coller ce truc-là et vraiment sentir que quand c'est écrit comme ça, comment je le lis en fait. Et c'est un exercice que tu fais en école de design globalement, assez tôt, où en fait on va te montrer des typos et tu dois toi faire ce lien. Et si on te dit écris bébé avec une typo qui fasse bébé, quelle typo tu vas utiliser? Bon, a priori là quand même tout le monde s'accorde, tu vois, et on est tous câblés un petit peu de la même manière pour x, y raison. Mais on va tous choisir un truc, bah voilà, le truc plus fin et arrondi versus le truc tout carré, voilà. Oui. Et si c'est une couleur entre le rouge foncé et cette espèce de rose pâle, tout le monde va prendre le rose pâle. Bon, et ça, il y a un truc très universel quand même, voilà, un peu cosmique, j'ai envie de dire, et on peut quand même tous s'aligner là-dessus. Ouais. Donc, ce que je disais, c'est la typo, effectivement, hyper important, et je pense que les gens qui t'ont un petit peu fréquenté ont réalisé l'importance de la typo. Voilà. Mais ils me fréquentent plus d'ailleurs. À cause de ça. Mais donc la typo, la couleur, et ça par contre la couleur, tout le monde a une espèce de petite culture sur la couleur, contrairement à la typo. C'est quand même un truc, voilà, mais tu vois, on a, tu vois, je veux dire, effectivement, on a tous un peu ce truc de... Dès que t'es enfant, c'est quoi ta couleur préférée? On viendra jamais te dire c'est quoi ta typo préférée, tu vois. Exact. Ouais. Mais du coup, il y a un peu cette espèce de culture commune autour de la couleur et donc les gens s'accordent là-dessus. Est-ce qu'il y a des règles du type il faut absolument éviter d'avoir plus de 3 typos, absolument éviter d'avoir plus de 5 couleurs, etc. Ouais, donc la multiplication comme ça, soit des typos, soit des couleurs. Je reviens sur le truc de tout à l'heure où si t'es pas designer, bah voilà, réinvente pas la roue. Donc ne pars pas sur 4 typos, 8 couleurs, etc. parce que c'est que de la complexité. Et si tu es très bon, bah, tu vas peut-être réussir à sortir quelque chose qui sera super iconique et en fait ça va grave bien marcher, mais voilà, faut un bagage énorme. Et le deuxième truc, c'est toujours l'analogie avec si je suis une personne. Donc si mon design, bah, mon design c'est moi-même. Est-ce que je vais mettre 8 couleurs? Et du coup un pantalon bleu, moitié bleu, moitié jaune avec un t-shirt rouge et un machin? Non, a priori, et ça, bah, les codes, ils sont un peu toujours les mêmes, mais c'est, voilà, 3 couleurs max, par exemple. Et donc, si j'ai déjà du noir et du blanc, mais que j'en ai en quantité, ça devient vraiment des couleurs en tant que telles, quoi. C'est pas absence de couleurs, donc bah, noir, blanc, et puis bah, un bleu. Ok, bah, avec ça, on peut déjà faire quand même énormément de choses. Bon, puis je me rends compte que, ça c'est autre chose aussi, c'est partir avec des briques très très simples, et ensuite laisser les contraintes créer de la complexité. J'explique. On va dire noir, blanc, bleu pour mon truc de médical. Et puis, bah, ok, alors finalement, on avait une petite homepage avec, voilà, ça marchait bien, une petite typo et ces petites couleurs-là avec quelques photos. Ok. Donc, site web? Ouais, pour du web. Et puis, finalement, bah, on lance une petite appli, un petit machin et tout. Bon, bah, ça y est, nos boutons, on a besoin que quand on passe dessus, il se passe quelque chose quand même. Bon, bah, en fait, quel bleu on va mettre? Bah, on va mettre un bleu un petit peu plus clair, plus peps et tout, parce que, bah, voilà, c'est un hover de boutons, on a besoin de ça. Bon, bah ça y est, j'ai un nouveau bleu dans mon truc. Ok. Et puis, etc. J'ai besoin d'un tableau, alors j'ai peut-être besoin de teintes de gris pour faire un petit peu des variations de blanc. Ça y est, maintenant j'ai un gris dans mon truc. Mais partir avec des trucs ultra simples, parce que la complexité, quoi qu'il arrive, elle va arriver. Et donc, plus simple je commence, plus la complexité, elle va se créer organiquement. Mais ne pas commencer tout à l'envers, c'est-à-dire j'ai une belle charte de 30 pages avec plein de cas d'usage, etc. Et puis demain, on lance le premier truc et ça n'a rien à voir parce qu'en fait... Enfin voilà, c'est pas réel. Contrainte, en fait, voilà, ça n'est pas réel. Donc voilà, tu as une typo pour ton titre et éventuellement c'est la même de partout d'ailleurs, mais sinon une pour le titre, une pour mes paragraphes, 3 couleurs, et puis on fait voilà, des formes plutôt rondes plutôt que carrées, basta. Et ben là, on construit et en fait, on va voir qu'en construisant, les contraintes vont faire que tout va dérouler tout seul entre guillemets. Ouais. Est-ce que tu dirais qu'un bon exercice, ça pourrait être aussi de travailler sur typiquement du mood board, tu vois? Ça, c'est un truc que certains designers peuvent faire. Toujours en tant que non-designer? Moi, je suis pas... Ouais, allez, on va partir sur... Je suis pas designer, mais ok, je veux que ma marque, elle
elle me fasse penser à ça, ou elle me provoque tel type de sensation, etc., etc. Et du coup, je vais aller regarder des marques qui me génèrent ces sensations, ou qui ont, tu vois, genre, ah ouais, moi j'aime bien les marques un peu modernes. Ok, c'est quoi les marques modernes? En fait, c'est tel et tel site. Quand je vais sur ces sites-là, je kiffe. Et du coup, tu te fais un peu un espèce de mood board. Et à la suite de l'analyse de ce mood board, tu vas être en mesure de te dire, en fait, ce que je kiffe, c'est plutôt de la rondeur, c'est plutôt de la typo avec empattement. Ouais, bah ça va dépendre complètement du cas d'usage et de, encore une fois, est-ce que tu es designer, est-ce que c'est pour montrer à un designer, est-ce que c'est toi pour te donner des idées. Mais dans énormément de cas, ce sera très utile, et notamment, par exemple, si toi tu me dis, moi je veux un truc moderne, d'accord, mais en fait, on n'a pas le même cerveau, et quand tu me dis moderne, ce que tu envisages, ça se trouve, moi je vais caractériser ça par kitsch, moche, nul, bof. Mais toi, c'est moderne, stylé, suisse. Voilà. Donc les mots, c'est bien, mais voilà, a priori, vaut peut-être mieux, au bout d'un moment, arrêter le langage. Et effectivement, toi, j'aime bien cette marque, j'aime bien le truc. Ah ok, eh ben, arrête de m'en parler. Montre-moi tout ce que tu as kiffé, que toi, tu dis moderne. Et moi, je vais faire ma grille de lecture de ça. Soit je serai transparent, soit je vais me dire, ok, merci, bon, je vois moderne. Voilà. Puis si vraiment tu veux... si ce que tu veux, c'est ce moderne-là, bah, je te le ferai. Voilà, si tu es mon client. Ou alors, suivant la relation qu'on a, je te dirais attention, ça c'est peut-être pas moderne. Et peut-être là, mon rôle à ce moment-là, designer, c'est de dire attention, parce que vous êtes dans votre truc, mais moderne, je vous avoue que voilà, graphiquement et de la culture graphique que j'ai, bah, je peux peut-être vous conseiller que voilà, vous voulez un truc architectural allemand, je sais pas quoi, n'importe quoi. Et puis en fait, vous me montrez des trucs, c'est voilà, c'est n'importe quoi, c'est le cirque. Les bananes, les serpentins. Voilà, c'est les bananes, le jaune, etc. Et vous me parlez d'architecture allemande. Donc, bah, laissez-moi peut-être vous faire un petit onboarding sur c'est quoi l'architecture allemande. Ouais. J'ai dérivé. Comment est-ce que je peux apprendre ces choses-là, ces codes-là? Comme je disais au début, data versus art, disons, même si voilà, c'est plus compliqué que ça. Mais je peux pas ouvrir un bouquin, faire quelques tables de multiplication et c'est bon, c'est rentré. Et du coup, il y a beaucoup de le vivre et encore une fois, affûter sa sensibilité à ce que je vois, à ce que je ressens et tout. Mais du coup, c'est beaucoup affûter ses sens, comment dire, lisser son être, je sais pas comment dire, pour sortir un peu aussi la course, tu vois, et surtout versus les logiques business et data, etc. Où en fait, on va pas du tout avoir les mêmes états d'esprit, et ben arrêter cette course-là, entre guillemets, et je pense que c'est très important d'être dans le calme et vraiment la réception de ce que je vois, ce que j'entends, ce que je sens, etc. Et pour refaire encore le parallèle avec Mathéine, et ben par exemple, quand on va faire un paquet, et ben on va bien le faire, et puis on va quand même bien agencer les trucs dedans, mais même ça c'est du design, comment on va mettre les choses, et puis on met un peu d'huile essentielle, et puis voilà, et puis le scotch on le met d'une certaine manière, comme ça c'est cool, etc. J'ai l'impression qu'il y a vachement un sujet de sens et de... Effectivement, le design, c'est qu'est-ce que tu veux provoquer en termes de sens chez la personne. Quand tu dis sens, tu veux dire meaning ou Non, les sens sensoriel. physiques, le sensoriel. Okay, ouais. Et là, on parlait de Mathéine sur ce côté. Effectivement, il y a tout un enjeu de la texture de la carte qu'on va mettre dans les paquets, la texture du carton, les couleurs, les sensations, les odeurs. Est-ce que tu dirais que faire ce travail identitaire, c'est vraiment... Et donc là, je sors vraiment un peu du design, je reviens vraiment sur un niveau macro un peu identitaire. Se poser des questions identitaires, c'est un peu se poser des questions en termes de qu'est-ce que je veux provoquer en termes de sens, ou qu'est-ce que je veux que ça évoque au niveau des sens chez la personne. Quelle est la question ? Est-ce que c'est ça, en fait, définir une identité ? Oui, est-ce que c'est se poser ces questions-là ? Totalement, mais après, c'est la taille du terrain de jeu que tu auras. C'est-à-dire que si tu vas juste sortir une appli mobile, bon, tu vas pas pouvoir faire en sorte que les gens ils vont sentir que ça sent la mangue et que la texture, elle est comme ça. Donc ça va pas être dans le sens, ça va être dans l'émotion ou la sensation, effectivement. Et quand tu as l'occasion, là, par exemple, du e-commerce ou des vrais produits, effectivement, ça va en venir à la texture. Et donc, si on s'était défini comme, même limite, il y avait, je sais pas, un mot pot de pêche, je sais pas, qui ressort dans ce qu'on veut être et tout, là, évidemment, si on était plus sport, performance, je sais pas quoi, nos packaging, peut-être, ils auraient été wrappés dans un espèce de plastique sous vide, ultra épais, noir mat, voilà, avec un toucher super froid, super,
pas du tout ce qu'on est nous pour le coup. Mais à l'opposé, nous, ça va plutôt être voilà, un petit papier un peu recyclé avec un petit effet peau de pêche pour le coup, un sachet craft versus plastique, du scotch craft pareil au lieu d'un scotch vraiment de brutasse, voilà, etc., etc. Mais ça, après, ça va très, très loin. Et encore une fois, en n'étant pas designer, on peut aller jusqu'à un certain point, mais je pense pas non plus qu'il y ait une limite à ça, parce qu'il y a vraiment un truc aussi de plaisir et de se dire c'est mon projet et vraiment il m'appartient, j'ai envie qu'il me fasse plaisir et qu'il ait le goût que je veux qu'il ait la saveur que je veux qu'il ait. Et donc, si c'est ma boîte de maté, je veux que mes cartons ils soient comme ça, quoi, qu'ils soient agréables. Et quand on ouvre, c'est cool et qu'on sente que ça a l'air gourmand et que machin. Et quand j'ouvre le sachet, et pour nous, pareil, il y a des vrais morceaux de fruits et tout. C'est pas juste de l'arôme sur un vieux thé coupé super finement. Non, il y a des vraies plantes avec, voilà, etc., etc. Je peux aller super loin comme ça. Et si demain j'ouvre mon premier magasin, les poignées de porte, les vitres, peut-être, est-ce qu'il y aura beaucoup de vitres, pas beaucoup de vitres? Est-ce que le sol, ce sera du parquet, clair, foncé, etc., etc. Chaque détail a son importance. Après, là, tu peux aller jusqu'à l'infini si tu peux te le permettre. Alors, soit ça peut être des contraintes budget, soit temps, soit les deux, soit voilà. Mais voilà, moi, je veux que les gens ils soient habillés comme ça dans mon magasin et puis que les plantes, ce soit tel type d'espèce et puis qu'il y ait plein de cactus et puis... Ouais. Là, il faut se faire plaisir et pas se contraindre aussi à quoi que ce soit. Mais du coup, ça peut paraître compliqué encore une fois. Il y a des gens ils vont me dire aussi souvent mais moi je suis pas créatif et tout, je suis pas comme toi, j'ai pas d'idée. Voilà, c'est souvent quand même le cas. Oui, mais réfère-toi à la checklist de base. Et du coup, on ouvre le premier magasin. Qu'est-ce qu'on avait écrit? On voulait être comme ça. Voilà, donc nous on veut démocratiser le maté, puis être quand même gourmand, premium, pop, etc. Ça dessine déjà l'aventure en fait, à 50%. Et puis après, on va débroussailler et aller plus précisément. Mais ça fait le gros du travail. Pas besoin d'être créatif à ce moment-là. Mais par exemple, si je reprends là ce que tu étais en train de dire, le côté gourmand, il y a la vue. Je vois qu'il y a des morceaux. Ouais. Et il y a les émotions que ça procure. Tu sais, là, tu as un peu décrit aussi ce truc de je vois à l'intérieur et je me dis ah ouais, ok, c'est gourmand, etc. Donc il y a vraiment toujours ce truc des émotions. Alors, moi, je vais prendre un exemple d'une marque qui est beaucoup plus connue, mais Nike, qui est une marque. Je sais pas si c'est plus connu que Maté, Nike, qui est une marque pour le coup qui, moi, me procure beaucoup d'émotions. Voilà, il y a des publicités de Nike, elles me donnent des frissons. Et je pense naturellement que eux, ils se sont dit, c'est quoi les émotions qu'on veut procurer chez les gens, etc. Moi, typiquement, le genre d'émotion que ça procure chez moi, c'est il y a certaines pubs Nike, je les vois, j'ai envie de mettre mon jogging et de partir en courant de la maison et d'aller me buter ou voilà, vraiment au sport et tout. Il y a quand même vraiment cette question de c'est quoi les émotions que je souhaite procurer chez les gens et du coup, comment est-ce que ça se traduit d'un point de vue typo, couleur, blablabla, c'est ça? Ouais, complètement. Et là, après, dans ce que tu viens de dire, ça rentre dans des enjeux plus psychologie humaine. Voilà, et c'est plus de la direction artistique, le grand mot un peu flou, mais pour le coup, qui va avoir beaucoup de sens là-dedans. Et si demain, tu lances la campagne Nike XY, où tu vas targeter, par exemple, des gens peut-être comme toi et où en fait, la question pour lancer ce truc, ça va être qu'est-ce qui va faire vibrer les Jordan? Ça va être se mettre à ta place et dire en fait ce mec là il vient d'où, qu'est-ce qui le fait rêver, il a envie de quoi, il fait quoi dans sa vie, machin. Et donc vraiment voilà, c'est full psychologie. Et ensuite faire ce travail toujours du designer de si en fait ton passé on l'a défini comme ça, puis tes rêves on les a envisagés comme ça, ce qui te fait des frissons, on sait que c'est telles odeurs ou tel paysage. Et derrière là c'est comment je rapatrie ça sur des codes graphiques et du coup qu'est-ce qu'on va filmer en fait, on va faire un spot publicitaire, faut qu'il donne des frissons à ce mec là, mais qu'est-ce qu'on va filmer? Il faut qu'on rapatrie tous ces trucs de psychologie etc. Pour savoir que on prend en fait un camion et on va dans le sud filmer une falaise comme ça par en dessous avec machin et le soleil sous l'eau avec quelqu'un qui nage parce que etc. Et là c'est la direction artistique. Ok. Je reviens sur je suis entrepreneur, je suis en train de créer des trucs. Tu as mentionné à un moment donné les contraintes que tu as et donc typiquement tu as mentionné ok, en e-commerce, nous une des contraintes qu'on avait c'était Shopify. Il peut y avoir des contraintes en termes d'outils. Je suis sur Canva, je sais pas utiliser Photoshop, je sais pas utiliser je suis sur Canva, c'est une contrainte. Tant pis pour toi. Est-ce que toi du coup tu conseilles de partir de la contrainte pour générer des idées
ou l'inverse? Parce que moi, j'ai une tendance à penser qu'il y a beaucoup de personnes qui partent tout de suite dans des espèces de plans sur la comète et qui vont de déception en déception au fur et à mesure qu'ils découvrent les contraintes. Sur du design, là, tu vois. Sur du design. Et du coup, est-ce que ça vaut plus le coup de commencer par la contrainte en me disant, bah, en fait, de toute façon, aujourd'hui, mes compétences, elles me permettent uniquement de travailler sur Canva ou sur un WordPress. Je vais pas parler de site web. T'es à l'ancienne, hein. Canva, c'est actuellement. Et donc, qu'est-ce que je peux faire à partir de ça? Bah, la contrainte. Enfin, en ce moment, j'obsède beaucoup là-dessus, mais en fait, en plus sur des sujets comme ça, artistiques, encore une fois, où il n'y a pas de réalité, il n'y a pas de réalité, il n'y a pas de vérité. C'est un puits sans fond pour ton orgueil et le fait que voilà, tu vas jeter toutes tes idées et devenir mégalo et vouloir plein de choses et avoir la folie des grandeurs alors que tu peux pas assumer quoi que ce soit derrière parce que t'as pas les codes ou t'as pas les capacités et en fait si t'as de la contrainte, bah, c'est très simple. On a pour l'instant on n'a pas de thunes, on n'a pas de temps. Là pour nous par exemple pour Mathéine, on n'a pas d'argent, on n'a pas le temps, on n'a pas machin. Bon, bah, comment on fait? Bon, bah, au lieu d'avoir un beau coffret pour Noël, par exemple, encore une fois, c'est quand même un truc actuel, au lieu d'avoir un beau coffret épais comme ci, comme ça, qu'on va sourcer je sais pas où, qu'on va payer super cher, on va capitaliser sur la contrainte. C'est pas d'argent et pas trop de temps. Donc, on va faire un truc, au contraire, très fait main, avec des petites cartes sympas, avec un message cool, avec un petit papier sympa, qui va pas nous coûter cher, mais qui va être très qualitatif, etc. Et en fait, c'est déjà une gymnastique. Et c'est déjà complètement sillonné entre les problèmes qu'on a. Mais c'est beaucoup plus simple que de se dire le champ est libre, on vient de lever 2 millions sans aucune contrainte, on doit rendre de compte à personne, on est libre, let's go, qu'est-ce qu'on fait? Mais je sais pas, encore une fois, à qui on parle, qu'est-ce qu'on veut faire, etc. Et ça tout de suite c'est de la contrainte. Donc plus tu as de la contrainte forte, plus ta solution elle est toute trouvée. Ouais. Et plus tu écrases ton ego, plus tu écrases ton orgueil et tes rêves de grandeur de oui mais moi je voulais qu'on ait des palmiers de 8 mètres à l'entrée et machin. Oui, d'accord, mais bon, ça va pas être possible. On peut mettre des faux palmiers d'1 mètre, si tu veux. Oui, mais non, bon. Voilà. Mais si la contrainte, elle est ultra marquée, pas d'arbre devant la devanture, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va mettre autre chose. On va trouver, mais ça va être plus simple que si la voie est libre. Ok, donc là, je reprends mon exemple de Canva. Typiquement sur Canva, j'ai une série de typos gratuites à disposition. Ouais. Je pars de là et j'essaye de respecter un peu les codes. Si on reprend le truc médical, ok, de toute façon, le médical, c'est plutôt de la typo A, B ou C. Sur Canva, je vois que la typo ABC, c'est celle-là. Donc bah vas-y, tant pis, je vais partir là-dessus. C'est plutôt dans cet ordre-là qu'il faut voir les choses. Ouais. Et tu mentionnes le sujet de mettre un peu son ego de côté. Bon, ça, c'est aussi moi, hein. C'est pas particulièrement une question. C'est que t'adores. Voilà, c'est plutôt une remarque. Mais je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que le sujet de l'identité, pour beaucoup d'entrepreneurs, notamment qui se lancent, c'est quand même beaucoup un sujet d'ego et de, comme tu disais, le rêve de grandeur, etc. etc. Donc, comment est-ce que je vais pouvoir... comment est-ce que je vais pouvoir mettre mon ego de côté pour arriver à sortir des trucs de terre, quoi, parce que c'est ça quand même l'enjeu numéro 1. Donc voilà. En termes d'outils, c'est quoi les outils que toi tu utilises et c'est quoi les outils que tu conseilles pour un débutant? Bah, y a un peu trois trucs. Il y a ce que j'utilise moi, ce que les designers en général vont utiliser et ce que toi tu utiliseras si t'es pas designer. Moi, je m'en fous. J'utilise, si je dois faire du Webflow, j'utilise Webflow et voilà, je maquette pas vraiment. Je prends un carnet, si c'est un peu complexe, je prends un carnet et je fais à la main 2-3 cases, 2-3 trucs pour me projeter dans des... Voilà. Mais moi, je fais beaucoup d'itérations mentales en fait, où je prends un truc très très simple et puis dans ma tête, j'essaye ça à gauche, ça à droite, ça en bas, etc. et voir. Et en fait, à chaque fois, je jauge. Est-ce que ça va être bien, est-ce que ça va être pas bien? Et je me projette comme ça, mais ça rend de la projection mentale. Et sinon, Figma, bon, un petit peu, et beaucoup Photoshop, Illustrator, mais voilà, ça va dépendre de ce que tu fais. Si tu fais du produit, si tu fais du print, etc. Mais la suite Adobe, classique. Et puis, bon, je fais beaucoup de montage aussi, donc c'est Premiere, mais après, ça peut varier. Mais la suite Adobe, Figma, et globalement, niveau designer, en réalité, ça va être un peu proche. Il y a des gens après qui ont leur école. Alors, t'as Figma, t'as Sketch. T'as des gens qui sont pas du tout là-dessus, qui sont 100% Adobe. La team Canva, je connais aucun designer qui est team Canva. Et donc, a priori, c'est le truc tout désigné si t'es pas designer. Parce que tous les gens qui sont pas designers en parlent comme si c'était le Graal. Tous les designers en parlent comme si c'était le démon.
C'est qu'a priori, ils sont juste quelque part. Voilà. Mais ça va concerner, je pense, ta team, entre guillemets. Moi, je suis utilisateur oui, de Canva. Grand fan. Ça a l'air très bien. Je sais même pas ce qu'on peut faire avec. Mais sinon, l'outil, le message quand même derrière ça, c'est l'outil importe peu. Si toi, demain, tu fais tout sur papier et tu te mets puis un kiff à faire ça. Tu te fais juste des feuilles A4 où en fait, tu fais ta campagne d'ad avec quel visuel je veux, quelle créative, avec quel message et tout, mais tu les placardes au mur, tu fais des liens, tu prends des notes, tu dessines un peu avec des feutres, des trucs dégueulasses. Mais en fait, tu scopes comme ça ce que tu veux, etc. Et après, avec Canva, tu sais que tu vois qu'il y a un template qui ressemble, tu vas changer 2-3 trucs. Tu seras content. Si tu t'étais jeté dans le logiciel d'un coup et que tu es juste tout de suite, toi humain, avec l'interface machine et ta créativité moyenne entre les deux pour dire allez, je vais faire un truc que je kiffe, tu as déjà un gros gap à franchir où tu vois, tu dois avoir ton idée, l'appliquer dans un logiciel, etc. Donc tu sais pas où trouver la typo, tu sais pas où trouver comment faire des rectangles, je sais pas quoi. Si tu as un papier, un truc organique avec un stylo, un truc qui existe dans le monde réel et qui est devant toi, tu sais le manipuler. Tu as une gomme, un crayon, et là, tes idées, l'interfaçage il est beaucoup plus direct. Et donc, tu vas dessiner tes petites cases, puis te dire non, là, le truc il sera bleu, non, vas-y, je gomme. Et puis finalement, tu prends des petites notes, et tac, 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 tac. La feedback loop, elle est beaucoup plus rapide. Oui, mais plus 1 pour 1 entre ton idée et le fait que tu le poses. Oui, mais j'ai l'impression qu'on retombe dans ce truc de je prends pas en compte la contrainte à ce moment-là. Parce que ça, c'est typiquement le genre de sujet où moi, je vais complètement partir en live. C'est discipline. Parce qu'il y a une autre chose. Mais discipline. Et je garde ma checklist. J'ai ma checklist de qui on veut être, et puis c'est quoi la direction où on veut aller. Toute notre liste de contraintes, mais en fait, c'est des filtres, quoi. T'as ta checklist, tu passes ça dans le filtre de tes contraintes, et puis voilà, t'as ta feuille de papier derrière. J'ai un carré de 1000 pixels par 1000 pixels. On veut faire une pub, on veut mettre 50 balles dessus pour que les gens achètent notre pack de Noël. Ok. Si tu veux partir en couille avec un truc, avec Mbappé qui fait hey, Matéine, ça va ou quoi? Si tu veux, ouais. Mais est-ce que t'as de quoi payer Mbappé? Ouais. A priori, non. Voilà, tu vas te rapatrier. Sur les briques élémentaires dont on parlait tout à l'heure, c'est un autre filtre, j'ai oublié, mais t'as le filtre de tes petits codes graphiques. Et donc, je veux illustrer ça, mais j'ai que du noir, du blanc, du bleu, ma petite texture, et puis mes petits sachets de maté, et puis machin. Tu fais un petit assemblage comme ça, et puis tu te concentres. Encore une fois, tu n'es pas designer, donc tu es limité. Donc au bout d'un moment, tu arrêtes et tu te dis, c'est bon, c'est bien comme ça, basta, je passe à autre chose. T'as fait ce qu'il fallait. Toi, ça te semble pas dégueu, tu montres à 2-3 personnes. Si tu peux, tu montres à des gens qui s'y connaissent bien et tu te tais et tu prends leur retour et tu appliques et tu dis pas, oui, mais moi, en vrai, nanan. Non, le plombier, quand il vient réparer, l'analogie assez classique, il vient réparer chez toi, quand c'est réparé, tu lui dis pas, ouais, par contre, attends, moi, j'aime pas, on va faire autrement. Non, t'avais une fuite, la fuite elle est réparée, merci, au revoir. Le médecin c'est pareil, j'ai mal, tenez, j'ai plus mal, merci, au revoir. Voilà. Le designer c'est pareil, sauf que il y a l'orgueil de tout le monde en plein milieu, il y a l'absence de vérité absolue en plein milieu, et donc toi tu vas venir avec 10, 15, 20 ans d'expertise, parce que t'es passionné, voilà, moi quand j'avais 8 ans, j'étais pas designer, mais j'étais passionné. Tu me montres ton truc, je vais te faire un retour, a priori, j'essaie pas de te mettre des bâtons dans les roues, tu vois, a priori ça a une petite valeur quand même. Moi je pense qu'au mieux, il faut que tu arrives à dire ok, d'accord, merci de ton retour, je change exactement comme tu m'as dit, et non pas j'essaye de garder et d'être obstiné et de faire avec mon absence de connaissance sur le sujet, mais de quand même me dire non, mais je pense que j'ai raison. Non, le médecin a dit attention, là j'ai diagnostiqué ça, applique ça. Mais c'est pas facile. Non, c'est pas facile. C'est pas facile. Et il n'y a pas de vérité non plus. Et que ça se trouve, le designer, c'est complètement à l'ouest aussi. Parce que les designers ont aussi trop d'orgueil et tout. Bon. Oui, et puis il y a beaucoup un enjeu de culture personnelle et de oui, mais moi, je sais ce que je veux. Et puis, c'est aussi un truc extrêmement difficile à exprimer parfois ce qu'on souhaite. Et du coup, Puis t'as plein de pièges. Tu vois, par exemple, tu disais la couleur, c'est plus culturel parce que c'est quoi ta couleur préférée? Et puis. Vous voyez, moi je vous ai fait un truc comme ça avec, par exemple, Bulldozer, noir et jaune. Oui, mais attendez, moi je connais la roue des couleurs. Vous savez qu'il y a 9 couleurs principales, etc. Mais en fait, le jaune, c'est cheap en fait. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi dire. Mais le jaune, c'est cheap. C'est le client qui le dit. Le jaune, c'est cheap, c'est comme ça. Donc on fait pas ça. Moi, si tu m'avais dit ça, du coup, je t'aurais dit, ok, qu'est-ce qui est pas cheap? Dites-moi monsieur, quoi.
Mais parce que toi, t'es là, oui, mais je connais, moi, en fait, j'ai vu la roue des couleurs sur Google et tout. Mais d'accord, mais à quel moment c'est vrai ce truc-là? Si t'étais né en Inde il y a 600 ans, est-ce que le violet, ça aurait la même valeur qu'aujourd'hui? Non. Donc en fait, là, tu me parles de ici, maintenant, et de ton propre cerveau, comment il est câblé. Et aujourd'hui, le violet, bah, par exemple, c'est un peu aseptisé, enfin, c'est un peu étrange, par exemple, le violet, c'est un peu étrange dans beaucoup de choses. Et puis, il y a quelques centaines d'années, c'était la royauté, mais ultime, quoi. Enfin, c'était vraiment tu vois, c'est un peu le doré d'aujourd'hui, un peu. Mais bon, même si ça fonctionne toujours un peu de pair, le violet et le doré, je vais pas me perdre là-dedans. Mais voilà, c'est relatif. Donc l'orgueil du designer, ça va être de te dire mais non, moi je sais que les choses elles sont plus compliquées que ce que tu crois, et toi tu vas venir en mode mais moi je sais que les choses elles sont rationnelles, parce que si t'es quelqu'un de rationnel, tu vois, et de data et de ingénieur, je sais que c'est rationnel. Le bleu c'est pour la mer ou pour calmer les gens, le vert c'est pour etc., etc. Oui, mais je sais. De la même manière sur les formes, le triangle c'est la stabilité, le carré c'est machin, voilà, le mais rond tout ça c'est des petits trucs qui nourrissent le fait que tu te sentes un peu plus ça rassure, tu te dis ok bon bah je sais ce qui se passe, je sais ce qui est en train de se passer. En réalité pas du tout, et tous les exemples sont autour de toi où en fait tu vas avoir plein de designs très aboutis, des trucs qui ont des DA folles, et oui effectivement c'est peut-être un triangle jaune. Et pourtant, tu ressens bien que c'est pas du tout, tu vois, alors la stabilité cheap, par exemple, si on prend le truc, et tu vas te rendre compte que c'est complètement hors des bouquins, en fait. C'est là que c'est de l'art. Et donc, est-ce que tu dirais que tu vois, les règles qu'on vient nous apprendre du type oui, alors le rouge c'était l'émotion, le jaune c'était l'émotion, ou le triangle c'est la stabilité et le rond c'est la force, je dis n'importe quoi. Est-ce que ça a une valeur? Oui, enfin, c'est là où c'est un peu compliqué, mais il y a des choses qui sont pas culturelles. Si je te coupe le bras, c'est rouge, quoi. Il y a 600 ans, je te coupais le bras, c'était rouge. Je te coupe la tête, c'est rouge aussi. Bon, ok, on a compris. Je crois que dans les êtres humains, il y a du rouge et tout. Bon, si je mets un rouge qui ressemble purement à du sang quand je me coupe, ça va faire penser à du sang. Bon, bah voilà. Mais le truc, c'est que encore une fois, il y a plein de paramètres. Si c'est sur du digital, tu vois, un produit complètement digital, sur des écrans, avec un truc qui fait pas du tout penser à du morbide et tout, bah, peut-être que ça va réussir à marcher, en fait. Et c'est là où il y a des trucs qui font des coups de poker, où en fait, tu sors des codes, on revient sur Merci Andy ou des choses comme ça, où c'est des coups de poker, mais derrière, il y a des gens qui vont être là et qui vont assurer la DA de ce truc-là et qui vont être les gardiens et s'assurer que, ok, le code, le langage graphique, il est bien respecté. Et en fait, on casse le code, mais on le fait de manière maîtrisé, même si par exemple Merci Andy c'est folklorique, il y en a de partout, oui mais non, c'est bien fait, c'est maîtrisé, voilà, c'est bien fait dans le cadre de leur charte. Si je suis pas designer, est-ce que du coup c'est une bonne base que je m'appuie sur ces codes On peut dire que c'est des stéréotypes, et en fait oui, le problème c'est où est-ce qu'on met la barre de c'est trop subjectif. Et en fait, est-ce que c'est subjectif ou est-ce que c'est objectif? Oui, mais c'est là où tu vois, moi par exemple, je trouve qu'il y a beaucoup de bullshit sur le bleu ça évoque ça, et le jaune ça évoque ça, etc. Et en fait, moi j'ai plus l'impression que ça vient embrouiller l'esprit des gens qui essayent de se mettre au design plutôt qu'autre chose. Ces trucs-là, ces codes? Ouais. Non, franchement, c'est quand même une pierre angulaire. Enfin, il faut partir de ça. Par exemple, tu veux faire un truc sur des voyages en Crète, bah ça va pas être rouge avec des zigouigouis noirs dedans, quoi. Non, ça va être blanc, très blanc, petite texture de mur, un bleu, des espèces de frises, voilà, du bleu un peu deep, bleu clin, blanc, voilà, la Grèce, la Crète. Okay. Et bon, la Crète, bah ouais, blanc, bleu clin, des trucs comme ça, je synthétise, hein. Mais, et en fait, ce truc-là, il existe, mais pourquoi il existe? Voilà, est-ce que c'est le système qui nous a mis cette idée-là dans la tête? Non. Est-ce que t'es déjà allé en Crète? Bah, tu verras pourquoi en fait la Crète on dit il y a ce code là qui s'est installé, tu vois, basta. Oui, mais tu vois là tu rattaches ça à un truc qui est extrêmement réel dans la vraie vie, mais si je suis un SaaS, c'est plus compliqué les produits digitaux, et moi souvent j'aime bien quand même tu vois à l'époque donc Loa, une boîte qu'on avait ensemble, moi j'essayais de rapprocher ce truc là, donc c'était un produit purement digital, et ben quand même j'essayais de rapprocher à des fruits. Voilà, et même j'avais des fois j'achetais des fruits exprès pour essayer de sentir un peu le truc je veux que ce soit un peu agrume, mais du coup je me rends compte que dès que je fais un truc très agrume, je peux plus avoir des boutons bien visibles, ou alors ils deviennent un peu dégueux. Mais j'essaie de rapprocher ça à un truc de la vraie vie et à des vraies choses, voilà, où se dire bah c'est un peu le portrait chinois, donc si c'était un fruit, bah
voilà, ce serait une petite peau d'orange un peu claire parce que ceci, cela. Si c'était un lieu, bah, j'aimerais bien que ce soit un peu comme un spa. Et quand je rentre, bah, il y a du grès, tu vois, par terre, couleur ocre, on me parle comme ça, il n'y a pas trop de bruit, il fait un peu humide, machin. Bon, ok, c'est des trucs qui sont là, Oui. qui flottent, c'est des idées, des sensations. Comment rapatrier ça sur un produit digital, c'est compliqué. Mais tu arrives toujours à trouver un petit truc qui fait que tu vas ramener un peu de saveur et éviter de tomber dans le truc vraiment trop lisse, trop fade, etc. Ça dépend le produit, hein. Si Payfit ou Conto demain ils se disent ouais on va faire un truc, on dirait qu'on est au spa, ça n'a aucun sens. Eux il faut que ce soit aseptisé et que ce soit juste ok je viens faire là, ma finance et mon machin et mon truc, merci, sors-moi le rapport, au revoir. Efficace. Efficace, mais encore une fois c'est la checklist. La checklist c'est est-ce qu'on veut que les gens aient l'impression qu'ils sont comme à la maison, ils enlèvent leurs pantoufles. Non, on veut qu'ils aient l'impression que voilà c'est corpo, c'est voilà, donc blanc, gris, bleu. Oui. Simple, Ils rentrent, on ils ne trouvent, casse pas les codes. Ils trouvent ce qu'ils cherchent, Voilà. ils ressortent, voilà. Et surtout, on casse pas les codes. Et là, ça devient important de pas les casser. Là où des fois, ça va être important de les casser. Ok. Je veux qu'on aborde deux sujets qui sont le nom, le naming et le logo. Je m'y prends comment là-dessus? Toujours la checklist de qui je veux être, quelle est mon audience, etc. Et je mettrai le nom avant le logo. Ok. Plus important. Parce que si demain, par exemple, je crée un centre pour nourrissons qui ont des maladies cardiaques et que je l'appelle Torche Brûlée, ok, ultra disruptif. Voilà, tu vas emmener où ton bébé à torche brûlée parce qu'il y a des problèmes cardiaques. Bon, sorry si c'est le cas, mais voilà, c'est n'importe quoi. Et le logo, il est comment? Bah, il est tout rose avec une typo bien ronde et tout. On dirait vraiment un petit bébé joufflu. Et c'est écrit quoi? Bah, torche brûlée. Ah ouais, mais changer de nom peut-être. Ouais, bon, on l'a appelé Babyland, n'importe quoi. Ah ok, du coup c'est écrit Babyland et puis c'est un truc qui fait vraiment nourrisson et tout. Vraiment l'exemple n'importe quoi, hein, mais ça prouve bien le truc. Torche brûlée, c'est mort quoi. Et le logo, à quoi il ressemble, pas si important que ça non plus. Si le nom est bien trouvé et que en fait tu peux faire du design dans ton nom, même, c'est que ton nom il va venir prendre, tu vois, un truc qui va piocher dans l'imaginaire du médical et du bébé et du poupon et de la machin, je dis n'importe quoi, et tu vas peut-être trouver un nom comme ça super habile qui déjà fait de la gymnastique dans l'esprit des gens juste en le lisant. Et si c'est ça, tu peux l'écrire, mais n'importe comment, quoi. Enfin, tu l'écris en comics sans MS. Pour le coup, comics sans MS pourrait marcher dans un cadre un petit peu comme ça. Et puis voilà, c'est un peu rondelé, voilà, c'est une typo très générique, mais le nom marche bien, la typo, elle sert un peu le propos, et au moins, les gens, ils ont surfé sur ton nom et ils sont passés à autre chose. Ils l'ont vu, ils savent un peu de quoi il s'agit, et ça y est, ils s'intéressent à... alors, mais du coup, vous faites quoi? Et ils sont pas en train d'obséder sur, mais pourquoi torche brûlée? Enfin, mais où suis-je, en fait? C'est quoi cet endroit? Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, naming avant le logo. Mais quoi qu'il arrive, naming et logo, très subsidiaire, vraiment très peu important. Vraiment, c'est d'abord qui tu es, ce que tu fais, et ensuite un logo. Et du coup, pour reprendre l'exemple de Nike, typiquement, bah, tu vois le logo Nike. Imaginez que vous venez de naître et que vous n'avez jamais entendu parler de Nike et qu'à 10 ans, on vous montre sur un immense un 4x3 juste la photo de quelqu'un avec une espèce de virgule comme ça, un peu foireuse sur le tech. Il se passe rien, en fait. C'est juste la photo de quelqu'un avec, on ne sait même pas si c'est une faute ou si c'est un logo. C'est juste une petite virgule. Il se passe rien. Par contre, c'est tout le bagage sémantique qu'on a accumulé au fur et à mesure des années, du contenu qu'on a mangé, qu'on a ingéré, qu'on a digéré de Nike, qui fait que si on voit le logo, après, par exemple, il y a le truc de Mbappé là, que t'aimes bien, où il parle de là, j'étais trop jeune, etc. Bon, bah, il y a un mec, globalement, devant un écran, qui marche, il est habillé en footballeur, il dit quelques phrases, et puis à la fin, il y a juste un logo qui est une virgule. Il y a écrit Just Do It. Il y a écrit Just Do It, mais bon, voilà. Mais le logo de Nike, du coup, on s'en fout. L'important, c'est Just Do It, qui n'est pas un logo, mais un message et un élan. Et derrière le logo, que ce soit une virgule comme ça, ou à l'envers, ou sur le côté, ou deux ronds imbriqués dans un, ou une pomme, peu importe. Le truc, c'est Just Do It. Ouais. Et des fois, il peut ne pas être écrit, mais c'est juste que voilà, t'as vu un mec qui est handicapé, qui est en train de se donner, qui est en train de se buter, voilà, et t'as limite pas de voix off, c'est juste un mec qui est dans le désert en train de se buter, et tu sens que voilà, il a vécu des trucs terribles, et à la fin, t'as juste la virgule. Bah voilà, et en fait, il y a la virgule, puis là, tu te regardes dans le miroir, et t'es en mode, putain, mais let's go, c'est bon, quoi. Mais le logo, on s'en fout. L'important. Ouais. Et puis le logo, bah, tu pourras le faire comme ça sur un coin de table. Au pire, on fait une double croix et voilà. Par contre, vas-y,
quel est le plus dur entre trouve-moi le logo Nike pour illustrer notre marque qui va inspirer comme ça des grandes performances, et de l'autre côté, 2 teams. Celle qui trouve le logo et celle qui fait un storyboard de qu'est-ce qu'on va filmer, quel message on va dire, etc. Et qu'est-ce qu'on va inspirer chez les gens, quelle typologie de gens on va adresser et qu'est-ce qu'on veut soulever chez eux. Bon, bah la team qui doit faire le logo, bon voilà, ils peuvent se branler 1 mois et demi à faire un truc et on a sorti plein de logos qui veulent rien dire ou plus ou moins. Et puis l'autre team qui a dû écrire un vrai scénario, un vrai truc, qui va chercher dans la psychologie et qui va chercher les tripes des gens et qui va vraiment leur faire péter un câble. Et puis la team du logo, peut-être qu'elle a raté finalement, elle a pas pu bosser, elle a pas fait de logo. C'est pas grave, elle dégage et on garde le clip, voilà. Et puis à la fin, on met une croix et puis c'est tout en fait. Ou on met un lien pour acheter, voilà, peu importe, ou pour se rendre sur le site. Il y a pas de logo et on s'en fout. Est-ce que du coup tu dirais que pour quelqu'un qui est en train de lancer son projet, passer par des tools, tu sais, de génération automatisée de logos, typiquement, tu sais, maintenant tu as des espèces de sites en mode Business Identity Generator. Et tu vois, en fait, tu vas taper des mots-clés, ça va te sortir des noms qui sont du coup disponibles sur Google, des noms de domaine, etc. Alors, encore une fois, on en revient au fait que le nom a son importance pour le coup, mais vas-y, ça t'a sorti une palette de couleurs, 2 typos, et un logo. Why not? Après, faut que ça nourrisse aussi ta réflexion. Et si je veux pas trahir là d'où je viens, bon, s'il y a des designers, moi, il y a quelques années, j'étais vraiment contre ça parce que on t'apprend aussi que c'est la mort du secteur. C'est la mort des designers si tu dis, après tout, mon travail, il n'a pas une plus-value folle, tu peux aller sur un tool comme ça et ça va faire le travail. Bah oui et non, mais en fait, si t'es tout seul, tu lances un truc, t'as pas le temps, tu te dis, vas-y, je veux juste tester des choses et tout, utilise ce truc automatique, on s'en fout, let's go. Après, voilà, ça avance, c'est bien au fur et à mesure des rencontres, d'essayer de déguiser, de travailler avec quelqu'un vraiment qui a une vraie culture et qui va t'apporter un vrai truc. Oui, mais tu vois, tu mets le doigt sur un truc qui est important, c'est que c'est pas figé dans le temps. C'est pas figé dans le temps et on change ça demain et basta. Mais ça, les gens l'ont pas en tête. Et c'est normal. Bien sûr. C'est aussi résiduel d'il y a quelques années. C'est ce truc de la personne, elle est en train de monter sa boîte pour la première fois, elle est en train de raisonner en se disant... Je veux prendre les bonnes décisions immédiatement. Et puis après, tu te rappelles que Airbnb, il valait déjà des milliards avant de changer de logo. Ouais, non, important de vraiment tuer ce truc-là, le mythe du logo. Non, on s'en fout. On s'en fout, c'est pas grave. Ça, voilà. Le plus dur, encore une fois, soit faire la vidéo de Nike qui fout des frissons, ou soit lancer un business qui arrive à faire 100 balles de vente. Voilà, ça, ce sera déjà bien dur. Donc le logo, c'est bon, quoi. Ouais. Et moi, à l'inverse, je suis designer, je vais lancer un truc, je vais obséder sur le logo, et voilà, il faut que j'arrive à tuer ce truc en moi pour me dire, allez, on s'en fout du logo, on s'en fout, alors que je vais adorer être sûr que voilà, il est bien juste, et voilà, et je vais oublier de faire des choses plus pragmatiques. Oui, non, mais c'est bien d'entendre des gens qui sont pas designers, savoir que toi-même qui es designer, quand tu veux lancer un projet et que tu veux faire, encore une fois, tes 100 premiers euros, t'es dans cette démarche de te dire non, il faut pas que je m'attache à ces trucs-là parce que de toute façon, il faut d'abord que je fasse mes preuves. Oui. Mais si t'es 100% designer, ça reste ton travail et c'est là que tu restes et t'as pas forcément envie, ce qui est la majorité, je pense, des designers. Ce qui les fait kiffer, c'est designer et pas de se dire, voilà, vendre du maté et comme moi, faire des sachets de maté tous les matins. Non, ça ira. Donc là, c'est si tu crosses les disciplines, effectivement, là, il faut savoir tuer en toi le data guy, tuer en toi le dev, tuer en toi le designer, mais c'est ce qui fait aussi, pas un CEO, mais des postes plus macro, on va dire, plus transversaux, et où en fait, tu sais que ça va te faire kiffer d'avoir des devs obsédés par de la tech et machin, ça va te faire kiffer d'avoir des DA obsédés par la sensation et la saveur de ton truc. Maintenant, c'est bien si chacun arrive des fois à descendre de son piédestal et dire non, pour le bien global, moi, j'ai fait 80% du taf, mais le reste, c'est bon, on s'en fout. Allez, c'est parti. Le tech, oui, mais moi, je voulais penser scalable dans mon truc, là. Allez, c'est bon. On avance, que sinon, ça avance pas. Mais c'est d'autres sujets. Oui. C'est ce qui amène aussi au fait de se dire, et on parle du cas du dev, mais c'est aussi le cas du designer, on peut aussi se retrouver dans des situations comme... Je vais pas utiliser Shopify parce que en fait moi je veux dev mon propre truc. Je veux pas utiliser Shopify. C'est un exemple de ça, ouais. Voilà. Cette mentalité. Je veux pas utiliser Shopify parce que j'ai pas 100% la main sur 100% des éléments du design. Il faut pas oublier. Et moi par exemple, j'étais un peu
coup ci, coup ça d'utiliser Shopify parce que je voulais qu'on utilise Webflow, parce qu'il y a du e-commerce dessus et au moins je peux tout contrôler, etc., etc. Oui, mais il gère pas Mondial Relay. Oui, mais il gère pas, voilà, des trucs de merde. Et c'est toujours ces trucs-là, les trucs les plus pragmatiques, les plus opérationnels de oui, mais il n'y a pas Mondial Relay. Oui, mais tu peux pas traquer ce truc-là qui est complètement vital. Oui, mais tu peux pas. Bon, au troisième truc, c'est bon, j'ai lâché l'affaire. Ce sera pas sur Webflow, tant pis. Bon, du coup, on a le Shopify. J'ai appris Shopify, du coup, comme ça, en quelques semaines, le fait d'utiliser. Et pour designer, je me contente de j'ai une section avec une image à gauche, un texte à droite, ou l'inverse, ou un truc centré. Voilà. Bon, très bien, c'est ça la contrainte. Bon, là, on sort des trucs, je sais que j'ai cette contrainte-là, et je m'en accommode très bien. Parce qu'en fait, je concentre sur c'est quoi mes briques. Et du coup, c'est ma petite texture de bois, avec ma petite couleur comme ci, mon petit traitement de typo comme ça, ma petite illustration de maté, et basta. Voilà. Et c'est pas dans le fait de réinventer à chaque fois la roue, ou l'outil, ou machin, et de se perdre dans son propre taf pour aller à l'encontre du projet global. Un truc qu'on disait aussi en off avant l'épisode, c'était quand on parlait des contraintes et que tu me disais, en réalité, la contrainte, elle a un truc d'intéressant. C'est par exemple, si moi demain tu me dis, en fait, il faut que tu fasses un truc hyper corpo, mais la seule typo que j'ai disponible, c'est du comics sans MS. Là, en fait, ça va commencer à devenir intéressant. Et la question que je vais me poser, c'est comment je peux rendre corpo ou comment je peux rendre premium cette typo qui est comics sans MS. Là où, en fait, il y en a beaucoup qui peuvent tomber dans ce truc de ah quoi, j'ai que comics sans MS? C'est pas possible. Et orgueil, encore une fois. Ouais, bon, t'es d'accord avec ça? D'accord avec quoi? L'orgueil. Ouais, l'orgueil, ouais, c'est un problème. Et sur la contrainte, encore une fois, il y a aussi un problème, c'est d'époque, c'est que les contraintes, elles sont rares, au final. Et que ça devient nécessaire, je trouve, de s'y confronter. Et si t'essayes pas d'aller de l'avant et un peu fort, t'en as plus aucune, en fait, de contrainte. Genre là, si on n'essaye pas de faire des projets, etc., il n'y aura pas de contraintes et je peux designer dans mon lit tous les jours, poster sur Dribbble tous les jours des faux screens d'agences de voyage ou de wallet crypto ou de je sais pas quoi avec plein de shadows et des trucs super fancy, super trendy. Et puis voilà, et puis j'aurai plein de followers sur Dribbble et d'accord, mais en fait, ça apporte quoi? Dribbble qui est un site... Je peux me perdre là-dedans et j'aurai pas de contraintes en fait. J'ai tous les outils du monde, je paye 10 balles par mois et puis j'ai tous les outils que je veux pour designer et puis voilà. Mais en fait le client il est faux, la contrainte elle est ah oui c'est pour des voyages aux Maldives. Ah d'accord merci, c'est ça la contrainte et je vais carrément me faire plaisir en fait avec des trucs impossible à intégrer. Si je le donne à un intégrateur demain, il saura pas le faire. Si y a un vrai client, tout de suite, il va me mettre un stop en mode attendez, stop. En fait, nous, XY, des trucs que tu peux même pas t'imaginer parce qu'il y aura que dans la vraie vie que tu vas les rencontrer. Des trucs, encore une fois, ultra opérationnels et ah oui, mais il n'y a pas Mondial Relay. Donc, on va pas faire ça. On va pas designer comme ça, monsieur. Bon, bref. Les contraintes, elles sont de moins en moins présentes quand même. La vie est plutôt cool. Ici et maintenant. Donc, tu te rends compte que quand tu essayes d'avancer sur des trucs, t'en trouves. Et il vaut mieux kiffer les rencontrer parce que elles seront toujours là. Donc, un peu logique antifragile, quoi. Tu te rends compte que, putain, on se prend des pics, c'est dur et tout. Oui, mais du coup, nickel, en fait. Moi, j'arrivais pas bien à avancer sur le design, pour revenir sur le sujet quand même. J'arrivais pas à trouver des solutions et tout. En fait, il s'avère qu'on peut pas utiliser tel outil. Ok, un problème en moins. Et du coup, nickel, ça permet d'avancer. Puis ça permet d'affûter notre identité. Puis demain, je sais que si on va faire une campagne d'affichage, en fait, ça m'aura aidé. Parce que ça m'aura bien permis de cerner qu'est-ce qui était important dans mon identité. Et tous ces pics comme ça, ils vont venir bien tailler, bien droit ma charte et ma connaissance de ma charte et comment je la manipule, etc. etc. Dribbble, juste parce que je pense qu'il y a des gens qui connaissent pas Dribbble, mais du coup c'est un site de portfolio. Dribbble, c'est un site d'inspiration, de portfolio, voilà, et même de job board. Enfin, tu peux même employer des gens ou quoi. Mais c'est un peu, c'est un pharmacon. C'est le remède et le poison à la fois. C'est-à-dire que c'est très beau, très fancy, magnifique. Et donc, des gens qui ne designent pas vont se dire Dribbble, c'est top, je vais y aller parce qu'en fait, il y a plein d'inspi. En fait, il faut être très bon designer déjà pour pouvoir faire ce qui va s'y trouver en majorité. Il y a des gens qui sont vraiment très bons dans leur truc, très bien, bravo à eux. Mais au global, si tu veux t'inspirer demain pour ton projet de location de voiture dans la Creuse, tu vas te casser les dents. Tu vas juste voir, ça va être le syndrome Instagram. Ça va être oh là là, dis donc, elle, qu'est-ce qu'elle est bonne. Hein. Oh là là, lui, qu'est-ce qu'il est fort. Oh là là, ce design, qu'est-ce qu'il est beau. Bon, oui, mais maintenant, nous, on fait quoi? On est dans la Creuse, on veut faire notre app de voiture qui va vraiment rendre un service à des gens. C'est un exemple. J'ai vu plein de choses aujourd'hui, j'ai le cerveau lessivé, j'ai vu plein de beautés incroyables.
qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Bah rien, tu es misérable dans ta pauvre vie. Donc arrête de regarder ces trucs-là. Ou alors sois très critique de moi c'est ce que je fais. Je vais voir ça des fois et je me dis qu'est-ce qui est piochable et qu'est-ce qui est activable dans la vraie vie. Donc ça va être intégré par exemple sur le web. Bah les gens ils vont faire des coins arrondis un peu chelous, ils vont faire des Oui, ou des animations des complètement fancy, animations machin. pas possibles qui vont demander 1 mois ou 2 mois de développement. Nous on a quoi? On a 600 balles et puis une semaine pour que ça sorte. Donc ça dégage. Et puis par contre c'est vrai que cette idée-là sur le dashboard elle était intéressante et puis voilà. Piocher mais vraiment avec la distance. Et ne prendre que ce qui est activable dans la vraie vie. Sinon, tu vas juste déprimer, quoi. Je reviens sur ce qu'on se disait juste avant sur le naming. J'ai l'impression que du coup... Est-ce que tu dirais que le naming, c'est le premier truc sur lequel il faut taffer parce que c'est quand même un gros élément moteur de tout ce qui va découler derrière? Ça dépend de l'approche. Moi, j'ai un peu tendance à avoir ce syndrome-là. Ça peut aider aussi à choisir la direction. Parce que par exemple, Bulldozer... Ça a été un gros moteur. Moteur dans le bulldozer. Non, mais le nom Bulldozer, c'est un moteur de plein de choses. Ouais. Mais à la fois, le fait de vouloir nommer bulldozer, c'est la culture que vous voulez qui a mis Bien sûr. le nom bulldozer. Donc, c'est un peu l'œuf et la poule. Ouais. Et tu peux. Ça va dépendre complètement du projet. Là, je peux pas faire de vérité totale. Mais encore une fois, si tu as un truc, plutôt un projet humanitaire, tu fais une ONG de je sais pas quoi, de trucs, ou en fait, le branding, ou tu vois, faire du market, c'est très. Ouais, on verra plus tard pour essayer de... Voilà. Non, on va plutôt se concentrer sur, il faut qu'on source des camions, il faut qu'on source des ONG locales, il faut que machin. Et bon, ok, il y en a pour 1 an et demi de taf. Ce taf-là, il va être super dur. Et puis une fois qu'on l'aura fait, bah en fait, le nom, on n'en aura jamais parlé et il sera évident. Ouais. Il y a de grandes chances. Et puis la couleur, sera sûrement évidente. En fait, t'as vu, il y a eu ça, il y a eu ci, il y a eu ça. C'est clair qu'au moins, on saura qu'on veut pas ça, on veut pas ça, on veut pas ça. Ce sera déjà plus facile. Et en fait, on aura tellement créé réellement un truc que le nom et l'univers graphique, il sera en partie fait. Versus, j'aimerais bien créer un super projet d'ONG, mais le logo, je voudrais qu'il soit vraiment comme ça, et le nom, je voudrais qu'il claque, et je voudrais que... Voilà. Orgueil, voilà, effectivement, pendant 1 an et demi pour faire ton logo, t'aurais des personnes. Et l'analogie que je dis sinon souvent, c'est le bouquin. Tu veux écrire un bouquin, très bien. Est-ce que tu vas d'abord écrire le titre ou d'abord écrire 5-6 chapitres? Je conseille d'écrire d'abord des chapitres. Et puis une fois que tu auras écrit tes chapitres, le titre, il aura de la valeur. Versus, j'ai une grande idée, moi je suis un super écrivain, je vais écrire une dinguerie, puis le titre, je sais que je veux que ce soit ça. Puis tu te mets à écrire et tu te rends compte que t'es pas du tout la personne que tu croyais être, que le bouquin, le thème n'est pas du tout celui que tu croyais être, le titre n'a plus aucune valeur, donc il faut reboucler ou changer tout le bouquin. Voilà, quand même une bonne analogie sur le design, le logo dans une boîte. Non, fais ta boîte et le logo, et il se fera tout seul. Une phrase que j'aime bien que tu dis parfois, c'est la phrase en fait, le design, c'est le contenu. Et effectivement, je pense qu'il y a un truc sur lequel tu pourrais peut-être un peu développer, c'est le fait que le design, c'est quelque chose qui est là pour mettre en valeur de l'existant et c'est pas juste... tu vois, moi, je trouve il y a souvent un défaut qui est de commencer à réfléchir à son design et ensuite, une fois que ça peut être une contrainte pour le coup, j'ai ma contrainte de design et ensuite, je vais me dire, putain, du coup, il faut absolument que j'aille caler du texte là-dedans. Et plutôt... Toi, ce que tu conseilles, c'est plutôt de prendre le truc inverse de « Ok, voilà tous les éléments que je souhaite dire, et maintenant que je sais ce que je souhaite dire, réfléchissons à comment je le design. » Ouais, bon, je la fais simple et extrême, c'est que mon avis, mais la logique, vas-y, design-moi un truc, et puis comme ça, on mettra du contenu dedans, c'est un peu nickel pour faire travailler tout le monde pour rien, dans son coin, mais tout le monde est content parce qu'il a travaillé, il a fait son métier. Moi, j'ai fait mon métier de designer, puis quelqu'un a copyrighté, il a fait son métier, sauf que moi, j'ai designé en ne sachant pas ce qu'il allait avoir dedans. Donc peut-être qu'en fait on parle d'un truc très dramatique, et peut-être qu'en fait du coup il est là le design, non, plot twist, il est là le design. Si on parle d'un truc dramatique, voilà, déjà le design il va changer en fait. Ce sera pas les mêmes tailles de texte, sera pas etc. Donc je le savais pas, donc moi j'ai fait un truc très générique. Et puis en fait le copywriter ou la copywriteuse va dire moi je vois que j'ai tant d'espace sur la page, mais moi mon contenu il fait x2 en fait. Attends, on peut redire au designer parce que limite voilà. Bon, c'est bon, j'ai agrandi. Bon, on arrive, après 4 allers-retours, à s'entendre sur un truc qui parle d'un espèce de drame sur une page rose. Je grossis le trait. Versus, faites tout votre contenu. T'es pas designer, machin. Oui, mais tu sais ce que tu veux dire. T'es quand même capable d'écrire ton machin, ou tu le fais écrire, y a pas de souci. Et puis t'as tout ton contenu. Donc voilà, c'est une page qui parle de quoi. Y a ces titres-là, il y a des paragraphes, des longs, des courts, des endroits où on fait une rétrospective, des endroits où on fait vraiment un appel à l'action avec vraiment 3 features qu'on met en avant, etc.
ça c'est de la matière, et cette matière, tu la fais vivre d'une manière qui va servir le propos et qui va le faire vibrer mieux qu'actuellement sur ta page Notion ou sur ton document Word où c'est juste absolument infâme. Et du coup, le moment où on parle de drame, voilà, ça va prendre un peu son temps, puis ça va être plus dark. Et puis après, on va ressortir de ça et on va narrer un truc un peu plus positif, on va t'emmener vers la solution ou machin. Mais ce truc-là, si je le sais pas, on peut vite fait te le décrire comme ça sur un coin de table et bon, tu seras un peu dans le flou et tu vas essayer de tenter quelque chose. Mais rien ne remplacera le fait que tout est écrit. Et toi, ton job de designer, c'est de tout lire et d'être en mode, ok, ça, cette partie-là, elle a de faire des grands axes et de sentir que ça, vraiment, ça a telle intensité, ça doit être plus mis en avant, ça moins, etc., etc. Mais voilà, c'est comme si je voulais, encore une fois sur l'analogie d'une personne, je peux crier un texte et le dire d'une manière, voilà, faire l'acteur d'une manière et dire un texte de manière suave ou de manière énervée. Mais quel est le texte? Et si j'ai pas de texte, je vais faire quoi? Je vais faire... Ok, mais quel est le message en fait? C'est quoi le texte? Donc donne-moi le texte et je te le dirai de la bonne manière. Ok. Est-ce que pour toi, il y a un moment qui est plus opportun qu'un autre pour faire appel à un designer et pour se faire aider sur ces logiques de design, d'identité, etc.? Ça dépendra encore une fois de tous les cas, mais moi ce que j'aime bien, c'est quand tu auras eu le maximum de contenu avec vraiment pas de tentative design, en mode full deuil. Voilà, moi je suis pas designer, par contre j'avais envie de faire ça, donc tu vois, on a toutes nos pages, elles sont faites, on aimerait bien que ça navigue un peu comme ci comme ça, mais bon, ça à voir, c'est plutôt de l'UX quoi. Vraiment voir comment on navigue, mais nous on avait notre petite idée sans plus, mais voilà, on a vraiment un produit, on a une app, on a des pages, on a bossé jusqu'au bout. Et maintenant, on aimerait bien, nous on a quelques mots-clés qu'on aimerait voir transparaître dans le design, mais maintenant on veut faire vivre tout ça. Là c'est top, parce que t'as tout quoi, tu sais, on a des camions avec des stickers qui doivent être dessus, et puis on a des papiers d'en-tête, et puis on a des petites cartes, et puis on a l'app, et puis on a le truc, et tu vois tout, et là tu sais que tu vas pouvoir aller te faire plaisir, parce que les contraintes elles sont déjà là en fait, tu sais très bien où tu mets les pieds. Et là, en tant que designer, tu sais que tu vas pouvoir faire ta compote interne et que tu as la checklist de qu'est-ce que le client il veut. Les codes graphiques, tu vas facilement les trouver parce que tout est bien fait. Et là, c'est top. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça parce qu'on a trop envie de mélanger les trucs et de d'abord designer. Et voilà, et on est tous coupables là-dessus. Mais c'est idéal de réussir à aller comme ça au maximum sans ego, de juste servir la valeur de ton projet. Et ensuite, par exemple, envoyer ça sur quelqu'un qui est très bon en paid, ou voilà, parce que toi, tu aurais pu faire des pubs, mais t'es nul. Bon, mais t'as plein d'idées que t'as posées sur un bout de papier, tu lui envoies le bout de papier, tu fais un call de 10 minutes, et basta, et puis lui, il est parti, le designer, pareil, etc. Et là, chacun, je pense, c'est quand même assez content. Parce que chacun peut vraiment faire vibrer son expertise, et pas plein de bruit qui vient interférer de la part du client. Si je pose un peu un espèce de template là, de toute la conversation pour finir là-dessus, moi, en tant qu'entrepreneur, si jamais je veux faire appel à un designer et les éléments qui vont avoir de l'impact pour un designer, pour de la prise de décision, etc., ça va être, ok, à qui est-ce que je veux m'adresser? C'est quoi les valeurs que quand les gens parlent de ma marque, je veux qu'ils soient en mesure d'utiliser ces mots-là. C'est ça, les émotions que je veux qu'ils aient en regardant ma marque, en faisant l'expérience de ma marque, etc. Voici mon nom aussi. Voilà, ça c'est le nom de ma marque. Torche Brûlée. Torche Brûlée, exactement. Et à partir de ça, peut-être parler des contraintes de moi, voilà les contraintes que j'ai. Je suis sur Shopify. Ça va être mes contraintes. Et donc, toi, en tant que designer, il ne faut pas que tu partes en live et il faut quand même que tu puisses me permettre de travailler dans Sauf si tu as le budget d'avoir des intégrateurs liquides et qu'on se fait plaisir. Bien sûr. Par cas, mais ouais. Voilà. Et ensuite, il faut que je vienne avec des documents Word, à la limite, même ça peut être ça, mais de contenu, c'est ça les informations plein que je de contenu, et même si tu as une feuille qui parle de toi, ce qui te faisait vibrer quand tu étais gosse, est-ce que tu veux retrouver voilà, du viscéral. En plus, vraiment extra. Oui, en plus. En plus de ton projet, mais si tu peux avoir des trucs qui trahissent même, tu vois, qui t'es vraiment, est-ce que tu as envie de voir dans ton projet? Faut déjà avoir une relation à son projet, tu vois, qui est assez forte. Oui. Et plus les gens, ça aussi c'est un truc qui aide beaucoup et c'est quand même assez rare, des gens qui viennent avec un projet qui leur tient vraiment à cœur, mais qui sont prêts à déléguer parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas l'expertise sur tel ou tel terrain, mais qui ont vraiment une relation viscérale à leur truc et qui peuvent te la transmettre et qui savent que c'est important de te donner de la matière comme ça avec des mots, tu vois, des sensations, des trucs qui peuvent paraître anodins, mais qui en fait en disent long pour le designer derrière ou le DA.
ce truc-là est top. Parce que toi, tu cernes la mentalité de la personne et tu vas vachement mieux pouvoir servir ce dont elle a envie. Parce que tu as vraiment réussi, tu n'as pas eu qu'un Word avec voilà le titre, voilà le sous-titre, voilà le bouton. Non, tu as plein de choses et tout ça, c'est de la nourriture. Ouais. Léo, merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Où est-ce qu'on te retrouve ? Je vais dire sur le YouTube, sur Webflow Maestro. Et puis j'ai mon portfolio qui s'appelle leov.fr, mais c'est très perso, on va dire, mais si ça intéresse des gens, leove.fr. Ok, et sinon YouTube. Et YouTube, si vous voulez aller vous abonner, ça fait plaisir. Comme ça, je peux essayer de contrer Jordan et d'avoir plus d'abonnés que lui. Ça va pas se produire. Eh ben, merci. Si on veut bosser avec toi ? Là, je sais pas. Écrivez-moi et à voir. Okay. À voir, mais je veux bien faire du conseil. Ok. Merci beaucoup encore une fois Léo pour tous ces conseils. J'espère que ça a aidé toutes les personnes qui ont écouté l'épisode. Merci à toutes les personnes qui ont écouté. N'hésitez pas à poser vos questions, mettre des commentaires, liker tout ça, les 5 étoiles sur les plateformes. Et puis on se retrouve pour le prochain épisode. À très bientôt, salut. Ciao. Do it! Just do it!